Ici Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Chers amis, bonjour. Nous voici en compagnie de Monsieur Auclair sur le monument de la Résistance à Beaubory. Et pourquoi venons-nous à Beaubory aujourd'hui? Tout simplement, c'est suite à la sortie du 3e volume du Merlu qui nous parle de la résistance dans la région de Chalon-sur-Saône. Voilà. Monsieur Auclair, merci de nous accorder cet entretien. Je vous en prie. Oui. Si vous voulez bien vous présenter. Oui, alors, je suis l'ancien maire de Beaubory et à la fin de mon mandat, les vétérans de l'amicale du maquis de Beaubory, du bataillon du Charolais, s'inquiétaient un petit peu de la suite de leur association parce qu'ils se voyaient évidemment octogénaires, nonagénaires. Alors je leur avais promis que à la fin de mes mandats, eh bien, je m'occuperai de cette amicale. Alors, le monument a été monté à la fin de la guerre, après la guerre en 1946-1947, et de nombreux ouvriers anciens soldats allemands, des prisonniers de guerre, ont travaillé dessus. Alors oui, c'est plus anecdotique qu'efficace cette histoire. Ouais. Effectivement, il y en a eu une vingtaine qui, entre octobre 45 et janvier 46, ont été occupés ici au terrassement du monument, mais ils étaient 20, peut-être avec 3 brouettes et 5 pelles, donc c'était pas un travail effectivement très efficace. Il a été majoritairement construit par des artisans de la région. Avec une souscription? Comment ça? Une souscription, oui, je crois, de mémoire, je crois qu'il a coûté 600 000 francs de l'époque, et il y a eu une souscription qui a entièrement financé ce monument. Ce monument est là pour nous rappeler les mouvements et le mouvement principal de résistance de la région, qui est le maquis de Beaubory. Alors voilà, ce sont des officiers, des sous-officiers qui faisaient partie d'un régiment de... Alors, le maquis de Beaubory a été créé en fin 1942. C'est quand même une spécificité parce que la plupart des maquis datent plutôt de 1943-1944. Mais il a été créé fin 1942 parce que de Beaubory, il y avait 2 sous-officiers qui étaient au 5e régiment de dragons stationné à Mâcon. C'était un des régiments qu'on appelait les régiments d'armistice, c'est-à-dire grosso modo 100 000 soldats qui étaient tolérés par les conditions de l'armistice sur l'ensemble de la France. Et parmi eux, il y avait le 5e régiment de dragons à Mâcon. Il était commandé par le colonel Watteau, qui se doutait bien que les conditions de l'armistice n'allaient pas durer éternellement, et il a préparé ses cadres à rentrer dans la clandestinité le jour où le régiment serait dissous, ce qui s'est produit le 27 novembre 1942, puisque suite au débarquement en Afrique des armées alliées, le 8 novembre 1942, eh bien, les Allemands ont envahi la zone libre le 11 novembre 1942 et le 28 novembre, les régiments d'armistice ont été dissous. Et donc, des sous-officiers du 5e régiment de dragons, dont 2 étaient originaires de Beaubory, eh bien, ont amené à Beaubory d'autres sous-officiers. Ils étaient une bonne demi-douzaine au début, qui ont créé un maquis, c'est-à-dire
ils ont choisi une ferme isolée par là-bas, dans un hameau de Beaubry, dans laquelle ils ont amené au début quelques dizaines de personnes qui étaient recherchées par les Allemands, qui devaient vivre dans la clandestinité pour se sauver. Alors effectivement, comme beaucoup de maquis, les gens se réfugiaient dans les bois, dans des fermes. Mais le problème, c'est que tous ces gens-là sont arrivés avec pas grand-chose. Quelques fusils de chasse, pas grand-chose pour se nourrir et encore moins pour s'habiller, hein, il me semble. Alors, nous sommes à l'automne 1942. L'hiver 42-43 s'est passé tant bien que mal dans ces hébergements de fortune. Ces personnes étaient... Alors ces jeunes, parce qu'on voit les maquisards, quand on voit des commémorations, on voit des personnes âgées, etc. Non, les maquisards, ils avaient entre 20 et 25 ans. Hein. Ces jeunes étaient encadrés par ces fameux sous-officiers du 5e Dragon, encadrés et instruits militairement, avec des fusils en bois, bien sûr, puisqu'ils n'avaient rien. Et donc l'hiver 42-43 s'est passé comme ça. Et puis en février 1943, le phénomène de relève, vous savez, qui demandait aux jeunes Français d'aller travailler en Allemagne, 3 Français partant travailler, relevait un prisonnier français qui revenait en France. Alors c'était évidemment un marché de dupes et il n'y a pas eu beaucoup de volontaires. Et puisque les Allemands avaient besoin de main-d'œuvre, eh bien ce travail en Allemagne est devenu obligatoire. Et donc ça a été le service du travail obligatoire, le fameux STO. Alors c'est là qu'il ne faut pas confondre les maquisards et les réfractaires qui sont arrivés dans les maquis, mais pas tout à fait pour la même raison. Hein? Alors oui, dès le départ, il y a eu des maquisards qui étaient obligés de se cacher parce qu'ils étaient recherchés par les Allemands. Bon, les réfractaires au STO, bien sûr aussi, étaient recherchés par les Allemands, mais ça a amené un afflux de jeunes dans les maquis parce que là, il y en a beaucoup qui étaient recherchés, et dans toute la France. Et il fallait se nourrir et s'habiller. Et là, d'après ce que j'ai pu lire, il y a eu un gros coup de poing justement dans la région pour pouvoir habiller les hommes de ces maquis. Oui, alors, à partir du printemps puis de l'été 1943, le maquis s'est développé. Il y a eu, on dit à fin de l'été 1943, qu'il y avait 150 personnes. 150 personnes, dont un peu plus d'un tiers, presque moitié, étaient ce qu'on appelait des sédentaires, c'est-à-dire qu'ils étaient répartis dans les fermes ou chez les artisans de la région. Et l'autre moitié était dans ce qu'on appelait des maquis, c'est-à-dire des lieux isolés, des fermes où ils étaient regroupés. Mais bien sûr, 150, ça n'a pas tenu dans la modique maison du Créteau, et il a fallu trouver d'autres lieux. Alors il y a eu un maquis sur la commune de Vérovre, puis il a fallu qu'il se développe sur la commune de Montmelard. Voilà, il cherchait des endroits. Et tous ces endroits-là. Oui, pas tout à fait jusqu'à Gilles, enfin si, jusqu'à Gilles, oui, Gillette. Il a fallu qu'il trouve des endroits où il pouvait s'installer, quoi. Voilà. Alors, avec 150 personnes, les cadres du 5e Dragon les instruisaient, leur apprenaient le maniement des armes, parce qu'à partir de 1943, il a commencé d'avoir des parachutages. Voilà. Et donc, il y a eu un petit peu plus d'équipement militaire. Ce qui manquait, c'était de l'équipement, des EPI, comme on dirait à l'heure actuelle. Oui, des effets personnels. Oui, voilà, des vêtements chauds, parce que l'hiver est froid, comme par ici. Hein. Là, aujourd'hui, il fait -2, -3. Hein. Et donc, à l'automne 1943, il y a eu effectivement un coup de main sur les chantiers de jeunesse à Cormatin, où ils se sont équipés de blousons, de pantalons, de chaussures, etc. Et puis, il commençait aussi d'y avoir
des attaques sur des sites allemands, sur des véhicules, sur des convois, sur des choses comme ça, pour récupérer de l'essence, voilà. Et évidemment, les Allemands ont commencé de s'inquiéter de ce groupe de terroristes, c'est comme ça qu'ils les nommaient, qui vivaient sur cette région. Alors, moi, tout à l'heure, j'ai été voir un petit peu les inscriptions de tous les combattants du maquis qui sont décédés. Et je m'aperçois que pratiquement tous les jours, pendant les 4 ans, 3-4 ans qui ont eu lieu les opérations, pratiquement tous les jours ou tous les 2 jours, décédé un gars de chez nous, hein, sous les balles de l'occupant, ou par torture, ou par d'autres moyens. Mais enfin, quand on s'aperçoit des dates, tous les jours, il y a eu quelque chose. Le mémorial, il y a 98 noms. Donc la moitié sont des victimes de l'époque du maquis, c'est-à-dire de fin 42 jusqu'à l'automne 1944. On est dans la période maquis, puis plus structurée FFI. Mais à partir de 1940, de l'automne 44, les noms que vous voyez, ce ne sont plus des maquisards, ce sont des soldats de la première armée. Puisqu'ils ont été intégrés à la première armée à partir du mois d'octobre 1944. Et il y en a autant qui ont été tués dans les combats de la première armée, principalement dans les Vosges et en Alsace, parce que l'hiver 44-45 a été très rude. D'ailleurs, on peut dire que les gars ici ont quand même subi, hein, parce qu'à 2-3 reprises, les Allemands sont montés en force pour combattre le maquis et les partitions de maquis dans la région. Et il y a eu de gros dégâts quand même. Oui, alors on revient à l'automne 1943. Les maquisards ont fait des coups de main, soit pour s'habiller, pour se fournir en essence, ou pour attaquer des intérêts allemands. Et là, les Allemands ont commencé à s'inquiéter de la présence de ces terroristes sur la région. Et sans doute renseignés par... parce que ça a été, le maquis a été par moments infiltré par des éléments qui travaillaient pour la Gestapo. Pour la paire. Ouais, et le premier raccrochage violent a eu lieu le 11 novembre 1943. Ce jour-là, mais ce n'est pas la raison de l'accrochage, ce jour-là, un groupe de maquis, ceux qui se trouvaient sur Combreneau, c'est-à-dire un hameau de Montmelard, emmené par le commandant Claude, qui était un des instructeurs de ce maquis, est allé déposer sur le monument aux morts de la guerre de 14, devant l'église de Montmelard, une gerbe en forme de croix de Lorraine. Ça s'est fait dans un certain nombre de villages en France. Et ce jour-là, eh bien, les Allemands étaient venus attaquer le maquis qui se trouvait sur Combreneau, guidés évidemment par une personne. Ils sont venus à 450 à peu près. Ils ont déposé leur camion là-bas, près d'un étang, et ils sont rentrés dans les bois pour se rendre sur 2 lieux où se trouvaient des maquis. Alors, les 80 hommes maquisards qui se trouvaient à Montmelard ont été prévenus et sont revenus sur leur maquis, et à cet endroit-là, eh bien, ils se sont trouvés face aux Allemands, et il y a eu des combats qui ont duré une bonne partie de la journée ce 11 novembre, c'était un jeudi, du jeudi 11 novembre 1943. Rappelons que les parachutages non importants d'armement et de munitions n'avaient encore pas débuté. Il y avait quelques parachutages. Il y a eu quelques parachutages dans l'été 43. Ils avaient quand même à ce moment-là quelques fusils, quelques mitraillettes. Mais voilà. Ce n'est pas le parachutage de 44
où Non, là bien vraiment sûr, c'était oui, des tonnes, des tonnes, des tonnes de matériel, Oui, oui. avec les paysans de la région qui venaient récupérer avec des charrettes, des chariots, des camions le Oui, oui. matériel. Mais il y en avait eu déjà un peu en 43, heureusement, parce que sinon, ils On auraient peut pas été vivre. faits comme des rats là-bas. Ouais. Non, non, ils ont combattu quand même. Et il y a eu 27 Allemands tués sur les 450 et 15 blessés. Et il y a eu 4 maquisards tués et 3 blessés. Ce qui fait que les Allemands, d'ailleurs, les Allemands venaient de Mâcon, et le colonel de la Wehrmacht de Mâcon a dit qu'ils croyaient trouver des bandits et qu'ils ont Trouver fait des face à combattants. des soldats. Des soldats. Voilà. Donc, voilà. Premier accrochage très sérieux le 11 novembre. Les Allemands ont incendié des fermes, incendié évidemment Par mesure de rétorsion. les maquis. Ils ont emmené des otages avec eux, qui ont passé quelques semaines à Montluc, à Lyon, et puis un couple d'une ferme qu'ils ont incendié et qui a explosé au bout d'un moment parce qu'il y avait des armes cachées. Donc les pauvres personnes n'ont pas pu dire qu'ils étaient étrangers à l'affaire. Et donc ces deux personnes-là ont été déportées, ils figurent sur Ouais, ce mémorial. j'ai vu un couple. Voilà. Alors, comment était organisé le maquis à l'époque, puisque Jarreau avait été missionné par le général de Gaulle pour unifier les maquis et d'organiser une résistance globale dans la région. Oui, alors, mais je voudrais revenir encore sur les 11 novembre 1943, parce que le 13, 2 jours après, le samedi 13, les Allemands sont revenus à Beauvry, à la boulangerie de Beauvry qui servait de PC au maquis. Le boulanger, évidemment, fournissait du pain, mais les chefs du maquis se retrouvaient à la boulangerie, et c'est là que les jeunes maquisards, qui venaient par le train à ce qu'on appelle la gare de Beauvry, qui n'est plus une gare maintenant, et ils montaient là à la boulangerie, et c'est là qu'ils étaient accueillis, un petit peu interrogés pour savoir si c'était du lard ou du cochon, et ensuite envoyés dans les différentes zones de maquis. Donc les Allemands sont revenus le 13 novembre, ils ont emmené le boulanger, un adjudant du 5e dragon qui se trouvait là, et une autre personne. Et puis, le lendemain, le 14, les maquisards qui s'étaient fait prendre sur la commune de Mondelard se sont enfoncés encore plus loin dans les bois, sur la commune de Gibles, et les Allemands sont venus les encercler à 600 cette fois, et avec de l'armement lourd. Et malgré ces moyens gigantesques, il n'y a pas eu de combat, mais le commandant Claude a réussi à exfiltrer une centaine de personnes au travers des mailles du filet, sauf 2 groupes. Ils étaient par groupe de 6 ou 7, et il y a 2 groupes qui se sont fait prendre et qui ont été prisonniers. Et voilà. Ils ont été déportés. Alors non, ceux qui se sont fait prendre à Gillette, ceux qui se sont fait prendre à Montbelard, et les 3 qui se sont fait prendre à la boulangerie de Beauvry ont été emmenés à Mâcon, puis à la prison de Montluc, fin novembre. Et le 15 janvier, il y a eu un procès à Montluc, et ils ont été jugés par un tribunal militaire allemand, condamnés à mort, donc le 15 janvier, et ils ont été exécutés sur le champ de tir de l'Adoua, à côté de Villeurbanne, qui est devenu maintenant une nécropole nationale. Et donc, ils ont été exécutés le 1er février 1944. Voilà. On revient sur l'organisation du Alors, maquis. l'organisation du maquis, oui. Le 20 mars 1943, un avion venant d'Angleterre a atterri sur les bords de la Loire, à Melay, et a débarqué Jean Moulin, le général de l'Estrin, et Christian Pineau, qui étaient chargés d'unifier et d'organiser la résistance en France. 20 mars 1943. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais au mois de juin 1943, Moulin,
vous savez ce qui s'est passé, à Caluire, a été arrêté. Néanmoins, l'organisation de la résistance s'est faite, à peu près selon les volontés du général de Gaulle, et au printemps 1944, eh bien, les choses se sont organisées de façon, sur le modèle un peu militaire, avec des régiments, des bataillons, des compagnies, des sections, etc. Et après le débarquement du 6 juin, il faut se dire que pendant tout ce temps-là, d'abord au printemps 44, à partir du mois de mars-avril, le maquis de Beaubry, qui s'était évidemment dispersé suite à ce qui s'était passé en novembre 43, le maquis de Beaubry a repris des activités sur le domaine des Pierres, là, sur la commune de Vérovre, où s'est trouvé un centre de formation des maquisards qui devenait de plus en plus nombreux au printemps 44. Donc là, après le débarquement, dans tous les départements d'ailleurs, les forces françaises de l'intérieur, puis c'est comme ça qu'on les a appelées à partir de ce moment-là, se sont organisées de façon militaire avec des régiments. Et dans le sud de la Saône-et-Loire, il y avait ce qu'on appelait le régiment du Charolais. Voilà. Avec 4 bataillons. Et le sud tout à fait du département, la zone du Charolais et puis le dessus du Beaujolais, là, s'est appelé le 4e bataillon du régiment du Charolais. Et le Brionnais en faisait partie aussi? Alors oui, le Brionnais, mais ils étaient plutôt rangés dans le 1er bataillon. D'accord. Voilà, avec Saint-Julien-de-Civry, Saint-Bonnet-de-Joux, etc. Et puis il y en avait sur Martigny-le-Comte, voilà. Et puis il y en avait sur Chauffaille. Il y avait 4 bataillons. Et le 4e bataillon était formé de 5 compagnies. Et les compagnies, c'était les maquis du coin. Il y avait la compagnie de Beaubry, qui était la compagnie de commandement et de service, et il y avait la compagnie de Saint-Igny-de-Vert, de Matour, de Laclette et de Charonne. Voilà. Alors, à la fin du printemps et le début de l'été 44, beaucoup de parachutage, Oui. d'armement, et des oui. parachutages d'importance en quantité. Oui, beaucoup de... Alors oui, printemps, oui, et surtout l'été, mois de juillet 44, il y a eu d'énormes parachutages sur la région, pour tous les maquis, pas seulement évidemment le bataillon du Charolais, hein, pour tous les maquis du sud de la Saône-et-Loire. Oui. Donc de l'armement est arrivé en masse, et pour armer tout le monde, et voilà. La plupart des maquis ensuite ont été regroupés au sein d'un régiment. Oui, qui de est parti différents ensuite, bataillons. Et ensuite, Alors tout le après, monde a été incorporé dans... alors après, il y a eu quand même tout l'été 44, hein, avant de se... Oui. Donc déjà le mois de juin 44, là les Allemands étaient sur les dents parce que le débarquement de Normandie avait eu lieu, ils se sentaient harcelés de toutes parts, et il y a eu énormément de représailles allemandes sur les populations civiles, plus que sur les maquis d'ailleurs, sur les populations civiles de la région, dans le Brionnais, à Saint-Bonnet-de-Joux, à Rambuteau, à Charolles, partout. Si on regardait la carte où il y a des stèles, des croix, des choses comme ça, où telle personne a été fusillée, il y en a énormément dans cette région sur le mois de juin 1944. Et juillet, renforcement, restructuration de tous ces maquis, et puis parachutage, il y en a eu un gros parachutage le 14 juillet 44, et à partir du mois d'août, eh bien,
bataillon du Charolais, fort de ses 5 compagnies, a été appelé sur le Val-de-Saône pour harceler les colonnes allemandes qui, pour les unes, fuyaient devant l'avancée du débarquement de Provence qui avait eu lieu le 15 août, d'autres qui redescendaient pour apporter des munitions. Enfin, il y avait un trafic important le long du Val-de-Saône, tant ferroviaire que sur la Nationale 6. Et au mois d'août, eh bien, le bataillon a été appelé pour, harceler les colonnes allemandes là-bas. Puis, le 2 septembre au soir, ils sont appelés sur Villefranche, donc descendent un petit peu plus bas, parce que la première armée venait de libérer Lyon et commençait de remonter sur Villefranche. Mais à Villefranche, il y avait une grosse poche de résistance allemande, il y avait 3000 Allemands, et l'avant-garde de la première armée n'avait pas le volume pour faire face à ça. Et ils ont fait appel au FFI. Donc c'était le bataillon du Charolais qui se trouvait là-bas et qui a aidé à la libération de Villefranche, et qui s'est faite le 3 septembre 1944. Et les 2 canons que vous voyez de chaque côté de l'esplanade ont été pris aux Allemands à Villefranche le 3 septembre 1944. Et en faisant de nombreux prisonniers allemands. Oui. 3000, il me semble. Bah oui, il y avait 3000 Allemands, ils ont tous Voilà, été pris. ils ont tous été pris. Oui. Ensuite, l'intégration. Ensuite, ils ont suivi la première armée, qui est remontée par le Val-de-Saône assez rapidement, hein, ça a été vite, au mois de septembre, remontée par le Val-de-Saône. Ça ne veut pas dire vite, ça ne veut pas dire facile, hein, oui. Parce qu'il y a eu d'importants accrochages du côté de Sonneville-Grand, du côté de Châlons, etc. Puis après, ils sont partis sur la Haute-Saône, et donc le bataillon a suivi. Il y a eu d'importants combats en Haute-Saône, vers Ronchamp, vers Ramonchamp dans les Vosges, etc. Et au mois d'octobre, le bataillon a été renvoyé en repos à Centenay, à côté de Chagny, pendant 15 jours, 3 semaines. Et après, ceux qui voulaient repartir devaient signer un engagement pour la durée de la guerre. Alors il n'était encore pas dit à cette époque-là qu'elle finirait le 8 mai 1945. Oui. Donc, signer un engagement pour la durée de la guerre. Et là, il y a, disons grosso modo, la moitié des effectifs qui ont signé et qui sont partis, cette fois, incorporés à la première armée. D'accord. Faisait partie de l'armée régulière, voilà, qui était commandée par le général Delattre. Le retour de tout le monde s'est fait à quel moment? Alors, ils ont suivi donc la première armée, ils ont été incorporés, ils ont changé de régime, ils ont été dans la division d'infanterie marocaine, puis ensuite dans le 35e régiment d'infanterie, etc. Bref, et ils ont, après le 8 mai 1945, ils ont participé à l'occupation de l'Allemagne. Ah oui. Et ils sont rentrés fin 1945. À l'automne 1945. Voilà. Et c'est à ce moment-là que ceux qui avaient combattu vraiment dans la région de Beaubry, parce qu'à la fin, dans le bataillon du Charolais, il y avait des gens qui étaient venus d'un peu partout, mais ceux qui avaient combattu dès les années 43, vraiment dans cette région-là, se sont dit quand même, on a passé des mois durs dans cette région, et il faudrait qu'on laisse une trace là, et ils ont eu l'idée de construire un mémorial ici. Voilà. Monsieur Auclair, merci pour cet entretien. Depuis longtemps, j'avais envie de connaître en plus en détail cette histoire des gens de chez nous, et nous vous en remercions. Je vous en prie. Voilà. Messieurs, mesdames, je vous remercie de votre attention, et puis nous nous retrouverons prochainement pour un nouveau reportage. Décidés à ne pas déposer les armes avant la victoire, nous rentrons aujourd'hui aux côtés de nos alliés, à la tête de troupes françaises, après avoir maintenu notre drapeau dans la lutte, malgré la capitulation de Vichy. Il est difficile d'exprimer l'émotion de nos officiers
sous-officiers et soldats, en un pareil moment. Ces hommes viennent de partout. Les uns ont rejoint De Gaulle dès le début. Ils ont combattu au Tchad, en Libye, en Tunisie. Ils ont sauvé l'honneur national. D'autres nous ont ralliés dès que la liaison avec l'Afrique du Nord l'a permis. D'autres, enfin, nous ont rejoints depuis, comprenant que les divisions d'hier doivent disparaître